Certaines histoires ne commencent pas par «il était une fois». Elles commencent par une porte qui se ferme derrière vous, sans clé pour en ouvrir une autre. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que le désespoir ne s'annonce pas. Il arrive simplement, silencieux comme la poussière qui se dépose sur un rebord de fenêtre. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est descendue d'une diligence au Texas. Elle n'avait rien d'autre qu'une promesse d'homme mort et 14 cents en poche. C'est l'histoire de ce qui arrive quand le sol se dérobe sous vos pieds et que vous devez décider si vous vous allongez ou si vous continuez à marcher. Si vous avez déjà eu l'impression que le monde n'avait plus de place pour vous, vous comprendrez. Abigail Turner. La porte de la diligence s'est ouverte et les bottes d'Abigail Turner ont touché la terre du Texas. Elle serrait la lettre. Harold Meeks, Dusty Creek, Texas, Future Murray. Elle a balayé du regard le quai de la gare, cherchant un homme correspondant à la description, grand, cheveux clairs, yeux bienveillants. Personne n'attendait. Le cocher a descendu son sac de voyage et il est parti avant que la poussière ne retombe. Un employé se tenait sur le seuil du bureau du télégraphe. Du jus de tabac tachait son menton. Il a regardé la lettre dans sa main. Puis il a détourné le regard. « Vous êtes la fiancée de Meeks? »« Je le suis. » Il a craché dans la poussière, s'est essuyé la bouche du revers de la main. La fièvre l'a emporté mardi dernier. On l'a enterré mercredi. Une pause. Il n'y a pas de remboursement pour le voyage. Madame, désolé pour vos ennuis. La lettre s'est froissée dans son poing. Elle a fouillé dans sa poche. 14 cents, pas assez pour un repas, pas assez pour un télégramme pour rentrer chez elle. Et personne en Ohio n'aurait répondu. Si cette histoire vous a trouvé aujourd'hui, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Parfois, la meilleure compagnie est de savoir que quelqu'un d'autre est là, avec une tasse de café et une bonne histoire. Laissez un commentaire pour dire bonjour. Ça compte plus que vous ne l'imaginez. 4 miles. Le panneau indiquait 4 miles. La chaussure gauche d'Abigail s'est fendue à la semelle quelque part après le 2e mile. Et maintenant, chaque pas faisait entrer du sable entre le cuir et la peau. Elle a continué à marcher. La route s'étendait devant elle. Les ornières des chariots étaient durcies par la chaleur de l'été. Des peupliers projetaient de longues ombres sur la poussière. Son sac de voyage devenait plus lourd à chaque quart de mile. Elle l'a changé de main, puis l'a repris dans l'autre. La robe en calicot collait à ses épaules, humide d'une sueur qui avait depuis longtemps cessé de la rafraîchir. Une clôture est apparue, puis une grange, d'un gris usé, sa peinture s'écaillant en longues bandes. Au-delà, une maison robuste, carrée, montée avec un porche sur toute la longueur de la façade. Une fine fumée s'élevait de la cheminée. Quelqu'un vivait ici, quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'aide. Elle a atteint le portail et s'est arrêtée. Un homme travaillait à la clôture lointaine. Son marteau montait et descendait à un rythme régulier. Grand, les épaules larges, le chapeau baissé pour se protéger du soleil rasant. La gorge d'Abigail était trop sèche pour appeler. Elle a ouvert le loquet du portail, est entrée et s'est dirigée vers lui. Il l'a vue avant qu'elle n'ait parcouru la moitié de la distance. Le marteau s'est immobilisé. Il s'est redressé, la regardant approcher avec la lassitude d'un homme qui ne reçoit pas de visiteurs. De près, elle pouvait voir la sueur qui assombrissait sa chemise, la poussière incrustée sur ses bottes, la ligne dure de sa mâchoire sous une barbe de 3 jours. Je cherche du travail, sa voix est sortie rauque, n'importe quoi. Cuisiner, nettoyer, raccommoder. Je peux tenir les comptes si vous en avez besoin. Il a retiré ses gants de travail lentement, un doigt après l'autre. Ses yeux sont passés de ses chaussures abîmées à son sac de voyage, puis à son visage. Il n'a pas parlé. « Je peux travailler dur », a-t-elle dit. « Je n'ai pas besoin de grand-chose. Juste un toit et des repas. Je ne peux pas vous embaucher. » Sa voix était plate, usée comme du vieux cuir. « Je n'ai pas d'argent pour un salaire. » Le soleil baissait. Elle pouvait le sentir dans son dos, ou chaud à travers le tissu fin de sa robe. Elle n'avait nulle part où aller. Personne d'autre à qui demander. « S'il vous plaît, je travaillerai juste pour être nourri. J'ai juste besoin. Je vous ai dit que je ne peux pas vous embaucher. » Il a regardé au-delà d'elle, vers l'horizon où le soleil était suspendu, gros et orange, au-dessus des collines. Sa mâchoire s'est contractée. Quelque chose a changé derrière ses yeux. « Mais je peux vous épouser. » Le siège du chariot était dur sous elle, la couverture de laine usée par endroits.
Abigail était assise avec son sac de voyage entre ses pieds, les mains jointes sur ses genoux. Elle regardait la route se dérouler devant elle. Les roues grinçaient, le harnais tintait à chaque pas du cheval. Ni elle, ni l'homme à côté d'elle ne parlaient. Ethan Walker. Il lui avait donné son nom et rien d'autre. La banque exigeait une épouse sur la propriété pour le lendemain matin. Il avait dit que son père avait bâti ce ranch à partir de rien. Il n'allait pas le perdre. Elle n'avait posé aucune question. Il n'avait offert aucune explication au-delà du nécessaire. Le ciel est passé de l'orange au cuivre, puis à la couleur de la vieille rouille. Abigail le regardait changer, suivant la lente descente du soleil vers les collines. Quelque part dans sa poitrine, quelque chose s'était tu. La panique, le désespoir, tout cela s'était aplati en un bourdonnement sourd qu'elle ne pouvait nommer. Elle allait épouser un inconnu. La pensée reposait dans son esprit comme une pierre dans une eau calme. Elle l'a retournée, l'a examinée, n'a rien trouvé d'utile. Ses mains sont restées jointes, sa respiration est restée régulière. Le chariot continuait d'avancer. Dusty Creek est apparu comme un éparpillement de bâtiments sur le ciel qui s'assombrissait. Un magasin général fermé pour la soirée, un saloon d'où filtrait de la lumière. Une église en planche blanche, son clocher pointant vers les premières étoiles. Ethan a guidé le chariot au-delà de tout cela, tournant dans une rue latérale où les maisons devenaient plus petites, plus rapprochées. Il s'est arrêté devant une maison étroite à 2 étages avec une lampe allumée à la fenêtre du devant. Le juge Harmon, a-t-il dit, les premiers mots depuis qu'ils avaient quitté le ranch. Il est descendu et attaché le cheval à un poteau et est venu de son côté. Sa main est apparue, rugueuse, cailleuse, stable. Elle l'a prise. Ses pieds ont trouvé le sol. La porte s'est ouverte avant qu'il n'atteigne le porche. Un homme se tenait dans la lumière de la lampe, les cheveux gris, des lunettes perchées sur son nez, portant un gilet sur ses manches de chemise. Derrière lui, une femme regardait, son visage doux de curiosité. Ethan Walker. La voix du juge ne portait aucune surprise. « Je me doutais que vous viendriez. Les nouvelles vont vite dans une ville de cette taille. » Il a jeté un coup d'œil à Abigail, puis est revenu à Ethan. L'échéance de la banque, je suppose. Oui, monsieur. Le juge Harmon a hoché la tête lentement. Normalement, il y a de la paperasse, une période d'attente, mais je suppose que les circonstances parlent d'elles-mêmes. Il s'est écarté. Entrez donc. Ne perdons pas le peu de lumière qu'il nous reste. Le salon était petit, confiné, chaud à cause du feu qui brûlait doucement dans l'âtre. Des napperons en dentelle jaunie par le temps couvraient les accoudoirs des chaises. Une Bible était ouverte sur une table d'appoint. La femme du juge, Madame Harmon, a-t-elle dit en tapotant la main d'Abigail avec des doigts doux comme de la pâte à pain, s'est positionnée près de la fenêtre comme témoin. « Tout ira bien, ma chérie », a-t-elle murmuré. Son haleine sentait la menthe poivrée. Le juge Harmon a ouvert un tiroir et sorti un certificat imprimé sur du papier couleur crème. Il l'a aplati sur la table, a débouché un stylo et a regardé Ethan. Nom complet. Ethan James Walker. Le stylo a gratté. Elle l'a marié. Abigail Rose Turner. Encore des grattements. Le feu a crépité. Dehors, un chien a aboyé 2 fois, puis s'est tu. Vous avez une bague? Ethan a mis la main dans sa poche. Quand sa main est ressortie, quelque chose de petit a brillé à la lumière de la lampe. Une fine alliance en or, un éclat de grenat serti au centre. Le métal était usé et lisse sur les bords. Elle appartenait à ma mère. Sa voix a baissé, est devenue rauque. Oui, elle n'est plus là pour la donner comme il se doit. Il l'a tendue. Abigail a tendu sa main gauche. Ses doigts tremblaient. Elle ne pouvait pas les arrêter. Il l'a stabilisée avec son autre main, sa paume chaude contre ses jointures. La bague a glissé. Elle lui allait, encore chaude de sa poche. Le juge Harmon a commencé à parler. Les mots l'ont submergé. Les liens sacrés du mariage unis ensemble, renonçant à tous les autres. Des phrases familières, et vidées de leur sens par l'étrangeté de ce moment. Elle s'est entendue dire « je le veux » quand on le lui a demandé. A entendu la voix d'Ethan, basse et certaine, dire la même chose. Par le pouvoir qui m'est conféré par l'État du Texas, je vous déclare mari et femme. Le dernier rayon de soleil a disparu derrière les collines. Elle l'a vu par la fenêtre, parti en un clin d'œil. Madame Harmon s'est tamponné les yeux avec un mouchoir. Le juge Harmon a tourné le certificat vers eux, au pointant des lignes en bas. Signez ici tous les deux. Ethan a signé le premier,
Son écriture anguleuse, décisive. Il lui a passé le stylo. La plume d'acier était chaude de sa poigne. Elle a écrit son nouveau nom, a-t-elle réalisé, bien que personne ne l'ait dit à voix haute. Et elle a reposé le stylo. Félicitations, monsieur et madame Walker. La voix du juge Harmon était bienveillante. Que le Seigneur bénisse votre union. Athen a hoché la tête une fois, il n'a pas souri. Elle non plus. Le retour était plus sombre, plus froid. Une lanterne à pétrole se balançait à un crochet en fer sur le chariot, projetant des ombres qui sautaient et se balançaient à chaque ornière de la route. Les étoiles étaient sorties, nombreuses et brillantes, et un croissant de lune était suspendu bas à l'est. Abigail a regardé la bague à son doigt. Le grenat a capté la lumière de la lanterne, a brillé en rouge un instant, puis est redevenu sombre. La bague d'une femme morte, la mère d'un inconnu. Elle était Madame Walker. Maintenant. Le ranch est apparu dans l'obscurité, la maison une forme solide contre le ciel. Ethan a guidé le chariot jusqu'à la grange, a dételé le cheval avec une efficacité experte et l'a conduite à travers la cour jusqu'à la porte de derrière. La cuisine était sombre, froide. Il a allumé une lampe et la pièce a pris forme autour d'eux. Poêle en fonte, table en pain, étagère garnie de bocaux et de boîtes. Par ici. Il l'a conduite dans un couloir étroit jusqu'à une porte au fond. À l'intérieur, un lit recouvert d'une courte pointe cousue à la main. Une table de toilette en pain portant une cruche et une bassine blanche. Une fenêtre ne donnant sur rien d'autre que la nuit. Celle-ci est pour vous. Il a posé son sac de voyage à l'intérieur de la porte. Le verrou fonctionne de l'intérieur. Elle l'a regardé. Son visage était illisible à la lumière de la lampe, tout en plan et en ombre. « Merci », a-t-elle dit. Les mots semblaient inadéquats, absurdes. Il a hoché la tête, a reculé dans le couloir. La porte s'est fermée entre eux, et ses pas se sont éloignés dans le couloir, s'estompant jusqu'à disparaître. Abigail se tenait seule dans la pièce qui était maintenant la sienne. La bague pressait son doigt, un poids inconnu. La courte pointe sur le lit avait été cousue par des mains qu'elle ne connaîtrait jamais, dans un motif de cercle entrelacé qui avait peut-être signifié quelque chose pour quelqu'un. Autrefois, elle a traversé la pièce jusqu'à la fenêtre et a regardé dehors. L'obscurité, la silhouette vague de la grange, rien d'autre. Quelque part dans cette maison, un étranger, son mari, s'installait pour la nuit. Demain, la banque viendrait. Demain, sa présence ici compterait, signifierait quelque chose sur un bout de papier. Mais ce soir, dans cette petite pièce qui sentait la poussière, la lavande et des années de vide, elle était seule avec une question à laquelle elle ne pouvait répondre. À quoi venait-elle de consentir? Elle s'est réveillée avant que la lumière n'arrive. La pièce était froide, la courte pointe lourde sur sa poitrine. Pendant un instant, elle n'a pas su où elle était. Le plafond n'était pas le bon, les ombres n'étaient pas les bonnes. L'odeur de poussière et de lavande au lieu de l'humidité aigre de la pension en Ohio. Puis tout est revenu. La diligence, l'homme mort, et l'étranger qui était maintenant son mari. Abigail a repoussé la courte pointe et s'est assise. Ses pieds ont trouvé le sol, des planches nues assez froides pour la faire grimacer. Elle s'est habillée rapidement dans la pénombre grise qui filtrait par la fenêtre. La même robe en calicot, froissée maintenant. La seule qu'elle avait en plus de sa robe du dimanche pliée dans son sac de voyage. Le couloir était silencieux. Elle l'a traversé à pas prudents, écoutant le moindre son provenant de l'autre porte fermée. Rien. Elle a trouvé la cuisine et s'est arrêtée sur le seuil, faisant l'inventaire. Poêle en fonte, froid et sombre. Table en pain marquée de coups de couteau. Étagère contenant des bocaux de conserve. Des boîtes de café et de farine. Un pot de graisse de bacon. Pas de vaisselle dans l'évier sec. Pas de miettes sur le comptoir. Une cuisine de célibataire, propre par habitude plutôt que par soin. Elle a ouvert le poêle, a trouvé du petit bois et des allumettes dans une boîte à côté et a allumé un feu. Le bois a pris. Les flammes ont léché la grille. Elle l'a nourri de plus gros morceaux jusqu'à ce qu'il crépite de façon régulière. Puis elle a rempli la cafetière en émail moucheté à la paume de l'évier et l'a posé sur le poêle. Le temps que le café bouille, la lumière avait commencé à se glisser sur le sol. Elle a trouvé 2 tasses en fer blanc, en a rempli une et est restée près du poêle pour la boire. Debout, pas assise à la table comme si elle était chez elle.
Des pas dans le couloir, lourds, délibérés. Ethan est apparu sur le seuil, les bretelles déjà en place, les bottes déjà aux pieds. Il s'est arrêté quand il l'a vu. Le café est prêt, a-t-elle dit. Il a traversé la pièce jusqu'au poêle, s'est versé une tasse et en a bu la moitié d'une longue traite. De près, elle pouvait voir les rides autour de ses yeux, la barbe plus sombre qu'hier. La façon dont ses épaules restaient tendues, même ici dans sa propre cuisine. Je serai dans le pâturage sud jusqu'à midi. Il a fini son café, a posé la tasse dans l'évier. Il y a du pain dans la boîte, du bacon dans le pot. Puis il est parti. La porte de derrière a claqué derrière lui et elle était de nouveau seule. Elle a mangé debout. Du pain et de la graisse de bacon, arrosée de plus de café. Puis elle a exploré. La maison était plus grande qu'elle ne le paraissait de l'extérieur. Un salon qu'elle n'avait pas vu la nuit dernière, meublé d'un canapé en crin et de 2 chaises disposées autour d'une cheminée froide. Une Bible sur le manteau de la cheminée, son dos craquelé. Les pages douces à force d'être utilisées. Un canevas sur le mur. Des fleurs brodées au point de croix encadrant des mots qu'elle ne s'est pas arrêtée pour lire. Une femme avait vécu ici autrefois. La mère d'Ethan, celle qui possédait la bague maintenant au doigt d'Abigail. Mais le canevas était délavé. Les coussins des chaises étaient affaissés par les années, et la poussière s'était accumulée dans les coins où un balai n'était pas passé. Qui qu'elle ait été, elle était partie depuis longtemps. Abigail a trouvé le bureau dans une petite pièce à côté du salon. Un bureau en chêne. Sa surface était encombrée de papier, d'enveloppes, d'un encrier séché. Elle ne devrait pas regarder. Ce n'était pas sa place. Elle a regardé quand même. Le grand livre était fourré dans le tiroir du bas. Sa couverture en cuir était craquelée au dos. Elle l'a sorti, l'a ouvert sur le bureau et a senti son souffle se couper. Le chaos. 3 ans d'écriture de différentes mains. L'une nette et précise, l'autre exiguë et incertaine. Des colonnes qui ne s'additionnaient pas, des chiffres barrés et réécrits. Des calculs d'intérêt qui n'avaient aucun sens. Son père lui avait appris les chiffres. Avant le scandale, avant la faillite, avant qu'il ne se mette un pistolet sur la tempe, plutôt que d'affronter les hommes qui l'avaient trompé. Il s'était assis avec elle à la table de la cuisine en Ohio et lui avait montré comment lire un grand livre. L'actif et le passif, les crédits et les débits. Les mathématiques qui disaient la vérité quand les gens mentaient. Elle a porté le grand livre sur la table de la cuisine et a commencé. La matinée a passé. Le feu s'est éteint et elle l'a nourri sans lever les yeux. Son café a refroidi et elle ne l'a pas remarqué. Les chiffres l'ont absorbé. Chaque entrée était une pièce de puzzle. Chaque calcul un fil à suivre. À midi, elle avait trouvé la première erreur. Un paiement marqué 2 fois, une fois avec l'écriture nette et une fois avec l'écriture exiguë. Elle l'a entouré, a continué. Ethan est rentré pour le dîner. Elle avait oublié de cuisiner. Il l'a regardée, assise là avec des papiers étalés sur sa table. Il a regardé le poêle froid et n'a rien dit. Voici, c'est à couper du pain et du fromage, à manger debout près de la fenêtre et est repartie. Elle a à peine remarqué son départ. L'après-midi a apporté d'autres erreurs, des intérêts facturés sur des montants déjà payés, des frais qui apparaissaient de nulle part, assez petits pour passer inaperçus si on ne regardait pas attentivement, toujours en faveur de la banque, toujours juste quelques dollars par-ci, quelques dollars par-là. Le soir venu, ses yeux brûlaient et son dos lui faisait mal à force de se pencher sur les pages. Elle avait rempli 3 feuilles de papier de notes, de corrections, de questions. Le schéma était clair maintenant. Quelqu'un à la banque avait prélevé de l'argent, probablement depuis des années, probablement à quiconque ne connaissait pas assez bien les chiffres pour s'en apercevoir. Elle a entendu les bottes d'Ethan sur le porche. La porte de derrière s'est ouverte. Il s'est arrêté sur le seuil, la regardant de la même manière que ce matin, comme si elle était quelque chose d'inattendu qui était apparu dans sa cuisine. Ils vous ont facturé à tort. Elle a tourné le grand livre vers lui, a pointé la colonne qu'elle avait marquée. Des intérêts sur un prêt que votre père a remboursé en 81. Ils ont perçu 47 $ qu'on ne leur devait pas. Il n'a pas bougé, n'a pas parlé. Ses yeux sont allés à la page, ont parcouru la colonne de chiffres, et se sont arrêtés à l'entrée qu'elle avait entourée. Vous en êtes sûr? J'en suis sûr. Mon père. Elle s'est arrêtée,
a dégluti. J'ai appris les chiffres jeunes. Je sais ce que je regarde. Il a tiré la chaise en face d'elle et s'est assis. La chaise a grincé sous son poids. Il a étudié les pages, son doigt traçant les lignes qu'elle avait dessinées, reliant les entrées. Ses lèvres bougeaient légèrement tandis qu'il suivait ses calculs. 47 $, a-t-il dit finalement. Oui. Aujourd'hui, il l'a regardé, ou comme il est demain. Il regarde, puis il l'a vraiment regardé. Pour la première fois depuis qu'elle avait franchi son portail, ses yeux étaient gris. Elle a remarqué. Gris comme du bois vieilli, comme un ciel d'hiver, comme quelque chose qui avait trop vu et avait décidé de continuer quand même. Mon père tenait ses livres, a-t-il dit. Après son décès, j'ai essayé. Je n'ai pas de la tête aux chiffres, moi si. Il a hoché la tête lentement, a fermé le grand livre, s'est levé. Je parlerai à la banque. Il a glissé le grand livre sous son bras, puis s'est arrêté à la porte. Merci, 2 mots. Sa voix était rauque de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Puis il est reparti. Vers la grange, le grand livre avec lui. Ce soir-là, elle l'a trouvé sur le porche. 2 fauteuils à bascule avec des sièges en corde faisaient face à la cour et il en occupait un. Les bottes posées sur la balustrade, regardant la dernière lumière s'estomper dans le ciel. Elle a hésité sur le seuil. Le café est dans la cafetière, a-t-il dit sans se retourner, si vous en voulez. Elle a versé 2 tasses et les a apportées. Lui en a tendu une, s'est assise dans l'autre fauteuil. Ils n'ont pas parlé. Les fauteuils à bascule grinçaient en décalage au début, puis ont lentement trouvé un tempo commun. Le ciel a pris des couleurs pour lesquelles elle n'avait pas de nom. Rouille et ambre et quelque chose de plus profond sur les bords. Le bétail meuglait au loin. Un oiseau a chanté son chant du soir et s'est tu. Sa tasse s'est vidée. Elle n'a pas bougé pour la remplir. Ethan, a-t-elle dit, testant le nom. Il a tourné la tête juste un peu. Merci pour la chambre, pour... Elle a fait un geste vague vers la terre, la maison, tout ça. Ceci. Il est resté silencieux un long moment, puis... Vous l'avez mérité. 3 mots, mais quelque chose en eux semblait être plus. Les étoiles sont sorties une par une, et pourtant aucun d'eux n'a bougé pour entrer. Le silence entre eux avait changé en quelque sorte. Moins vide, plus partagé. 2 personnes assises avec ce qu'elles ne disaient pas. Quand elle s'est finalement levée pour partir, sa main a frôlé le bras de son fauteuil. Il ne s'est pas retiré. Elle a marché jusqu'à la porte, s'est arrêtée avec ses doigts sur le cadre. « Bonne nuit, Monsieur Walker. »« Ethan, a-t-il dit, vous pouvez m'appeler Ethan. » Elle a emporté son nom dans la maison, dans le couloir sombre, ou dans la petite pièce qui sentait moins la poussière maintenant, et plus quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Mais alors qu'elle était allongée dans le noir, attendant le sommeil, une pensée a fait surface. Une pensée qu'elle avait repoussée toute la journée, trop occupée par les chiffres pour y faire face. 47 $, c'était beaucoup d'argent pour un ranch en difficulté. La banque aurait des questions quand Ethan leur montrerait la preuve. Ils voudraient savoir qui avait trouvé les erreurs, qui avait examiné les livres avec une telle attention, et quand ils apprendraient que c'était sa nouvelle femme, l'étrangère qu'il avait épousée la veille, ils commenceraient à poser des questions sur elle. 2 questions auxquelles elle n'était pas prête à répondre. Les semaines ont trouvé leur rythme. Abigail a appris la forme des jours. Levé avant la lumière. Le café sur le poêle au moment où les bottes d'Ethan frappaient le sol du couloir. Le petit déjeuner pris ensemble maintenant, à la table en pain marqué de décennies de coups de couteau. Ils partaient pour les pâturages et elle se tournait vers la maison, vers les innombrables petites tâches qui remplissaient les heures entre son départ et son retour. Elle a raccommodé les rideaux en calicot du salon. Le tissu était si délavé par le soleil qu'il se déchirait si elle tirait l'aiguille trop fort. Elle a frotté les sols à 4 pattes jusqu'à ce que les planches de pain montrent leurs grains. Elle a organisé le garde-manger, a essuyé des années de poussière sur les conserves que sa mère avait dû faire avant de mourir. Elle a jeté les bocaux dont les joints étaient abîmés et où la moisissure fleurissait sombre sous les couvercles. La bague à son doigt a cessé d'attirer son attention chaque fois qu'elle bougeait la main. Elle était juste là maintenant, une partie d'elle, comme les callosités qui se formaient sur ses paumes. Le 4e jour, Ethan l'a emmené à l'écurie. « Si vous allez vivre dans un ranch, a-t-il dit, vous devez connaître les chevaux. » La jument baie se tenait patiente dans son box, ses yeux sombres observant Abigail approcher.
L'odeur l'a frappé en premier. Le foin et le fumier et le musc animal chaud qui remplissait l'espace comme quelque chose de vivant. De près, c'était écrasant. Riche, réel. Voici belle. Bathan a passé sa main sur l'encolure de la jument. Elle est douce. Elle ne s'effraiera pas. Il lui a montré comment brosser le pelage. De longs mouvements suivant la direction du poil. Comment vérifier les sabots pour des pierres, en soulevant chaque jambe avec une confiance calme qui faisait obéir le cheval sans histoire. Comment mesurer le grain. Comment remplir l'abreuvoir avec le tonneau d'eau de pluie à l'extérieur. Et comment lire les petits signes qui vous disaient que quelque chose n'allait pas avant que cela ne devienne grave. Abigail a écouté et regardé ses mains, a essayé de faire correspondre ses mouvements aux siens. Pas si fort, a-t-il dit quand elle brossait. Ferme mais facile, comme pour gratter une démangeaison qu'elle ne peut pas atteindre elle-même. Elle a ajusté sa pression. Les oreilles de Belle se sont dressées et elle s'est appuyée contre la brosse, un son grave grondant dans sa poitrine. C'est ça. Ils ont travaillé côte à côte, Ethan avec son hongre, Abigail avec la jument. L'écurie était chaude malgré le froid matinal, remplie des bruits de sabots se déplaçant sur la paille, de chevaux respirant, de brosses se déplaçant dans les crins. Aucun d'eux n'a parlé au-delà du nécessaire. C'était suffisant. La troisième semaine, elle pouvait sceller Belle sans aide, bien que la boucle lui pose encore des problèmes quand ses doigts étaient froids. La quatrième, Michel est sorti à cheval avec Ethan pour vérifier les clôtures. Ses cuisses lui faisaient mal à la mi-journée, ses mains étaient à vif à force de trop serrer les rênes. Il n'a pas commenté sa maladresse. Il a juste montré des points de repère au passage. Le ruisseau qui marquait la limite nord. Le bosquet de peupliers où son père avait demandé sa mère en mariage 40 ans plus tôt. L'affleurement rocheux que tout le monde appelait le pouce du diable, pour des raisons que personne ne se rappelait plus. Elle a aussi appris à connaître le bétail. La génisse noire avec la flamme blanche sur le visage. Le vieux taureau à l'oreille déchirée qui avait survécu à un combat il y a des années et qui boitait depuis. Les veaux de printemps qui se dispersaient quand elle s'approchait trop près, puis revenaient curieux une fois qu'elle était passée. La terre s'ouvrait autour d'elle, vaste et brune, et ne ressemblant en rien à l'Ohio. Pas d'arbres serrés, pas de voisins assez proches pour être vus, juste de l'herbe et le ciel et le vent qui ne cessaient jamais de souffler sur les collines. Le dimanche, elle cuisinait. La première tentative a mal tourné. Des biscuits durs comme de la pierre, une sauce pleine de grumeaux de farine qu'elle n'avait pas assez remuée. Ethan a tout mangé sans se plaindre, épongeant la sauce avec du pain de la veille parce que les biscuits étaient irrécupérables. Elle voulait s'excuser. Il a juste demandé s'il y avait plus de café. Le deuxième dimanche était meilleur. Du rôti de bœuf du fumoir, des pommes de terre tendres de la cave à légumes, des carottes qui s'effritaient sous la fourchette, des biscuits qui ont vraiment levé cette fois, dorés sur le dessus, tendres à l'intérieur. Ethan a fini son assiette et regardé la marmite encore à moitié pleine sur le poêle et s'est levé pour se resservir sans demander. Il n'a pas dit que c'était bon, il n'en avait pas besoin. Vous pouvez le manger à jeun ensemble maintenant, à chaque repas, assis l'un en face de l'autre à la table en pain, se passant le pain, le beurre et le sel sans avoir besoin de demander. Son silence avait cessé de ressembler à un mur. C'était juste qui il était, un homme qui avait passé trop d'années seul pour remplir l'espace avec des mots qui n'avaient pas besoin d'être dits. Mais il parlait plus, de petites choses au début, le prix du bétail à San Antonio, les signes météorologiques qu'il lisait dans le mouvement des nuages, le ruisseau qui montait 3 jours avant que la pluie n'atteigne le ranch parce que l'eau descendait des collines. Puis des choses plus importantes. Son père était mort pendant la sécheresse de 79. Pas de soif, il y avait assez d'eau pour maintenir un homme en vie. Mais en regardant son troupeau diminuer à rien pendant 6 semaines d'herbe brune et de ciel vide. 50 têtes perdues avant que ça ne s'arrête. Son père était allé à la grange un soir et n'était pas revenu avant le matin. Et quand Ethan l'a trouvé, il était assis sur un seau renversé, les mains tremblant trop fort pour tenir une tasse. Il a tenu encore 1 an après ça, a dit Ethan. Mais il n'était plus le même. Quelque chose en lui s'était simplement arrêté. Abigail a écouté. Elle n'a pas offert de réconfort. Quel réconfort y avait-il à offrir pour un deuil vieux de 7 ans? Mais elle lui a versé plus de café
Et il a enroulé ses mains autour de la tasse comme s'il s'accrochait à quelque chose de solide. Elle n'a rien partagé de l'Ohio. Il n'a pas insisté. La 5e semaine a apporté la pluie. Elle a commencé dans la nuit. Un léger crépitement sur le toit qui s'est transformé en un tambourinement régulier au matin. Abigail s'est réveillée dans une lumière grise et avec l'odeur de la terre mouillée entrant par la fenêtre qu'elle avait laissée entr'ouverte. L'air avait changé. Plus frais, plus épais, transportant quelque chose de vert et de vivant qui lui a desserré la poitrine d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Ethan était déjà parti quand elle est arrivée à la cuisine. Sa tasse de café vide dans l'évier. Elle s'est versé la sienne et s'est tenue près de la fenêtre, regardant la pluie tomber en rideau sur la cour, remplissant le tonneau d'eau de pluie près de l'écurie jusqu'à ce que l'eau déborde et forme des flaques dans la boue en dessous. Elle l'a trouvé dans l'écurie 1 heure plus tard, travaillant sur un harnais qui s'était cassé la veille. Le cuir était vieux, craquelé par endroits, et il était assis sur une caisse renversée avec les morceaux étalés sur ses genoux. Elle avait apporté du café. De la vapeur s'élevait du bord de la tasse malgré la pluie. Je pensais que vous en auriez besoin. Il l'a pris sans lever les yeux. Ses doigts se déplaçaient sur le cuir, enfilant une nouvelle lanière à travers les ferrures en laiton devenues vertes sur les bords. Elle l'a regardé travailler. La pluie tambourinait régulièrement sur le toit au-dessus. Les chevaux se déplaçaient dans leur box. « Je peux aider ?» Il a jeté un coup d'œil vers elle, puis vers l'enchevêtrement de lanières et de boucles sur le banc à côté de lui. « Vous connaissez quelque chose au harnais? » « Non, alors vous pouvez apprendre. » Il lui a tendu une boucle cassée, une bande de cuir neuf, un petit outil qu'elle ne reconnaissait pas. Il lui a montré comment percer des trous dans le cuir, comment poser les rivets, comment tester la jointure en tirant jusqu'à ce que le cuir grince mais ne cède pas. Ses doigts étaient froids, maladroits. La pluie avait apporté un froid qui s'infiltrait à travers les murs de l'écurie malgré la chaleur des animaux, et elle a laissé tomber la boucle 2 fois avant de réussir à enfiler le cuir correctement. « Tirez d'abord, a dit Ethan. Il s'est penché. Sa main a couvert la sienne, chaude, cailleuse, stable. Puis faites une boucle. Sa paume pressait contre ses jointures. Elle pouvait sentir la rugosité de sa peau, la force contenue, la chaleur qui transperçait le froid de ses doigts. Le cuir a glissé en place sous leurs mains jointes. Comme ça, a-t-il dit, sa main est restée, une respiration, 2, puis elle avait disparu. Et il était de retour à son propre travail et la pluie continuait de tomber. Et aucun d'eux n'a parlé de ce qui s'était passé entre eux. Mais elle se souvenait du poids de sa main, de la façon dont sa voix avait baissé, de la demi-seconde d'immobilité avant qu'il ne se retire. Cette nuit-là, allongée dans sa chambre avec la pluie qui tapait encore à la fenêtre, elle s'est surprise à faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis qu'elle avait quitté l'Ohio. Elle avait hâte d'être à demain. Cette pensée aurait dû lui apporter du réconfort. Au lieu de cela, elle s'est installée dans sa poitrine comme une pierre, parce qu'elle savait comment ça fonctionnait. Elle l'avait vu arriver avec son père, la lente construction de quelque chose de bien, l'accumulation prudente de jours ordinaires, et puis le seul moment où tout s'est effondré. Elle s'était laissée commencer à y croire, et croire était dangereux, parce que son père y avait cru aussi, avait bâti une vie sur des promesses et des chiffres qui ne collènent pas. Et quand la vérité a éclaté, lorsqu'il avait choisi un pistolet plutôt que d'affronter ce qu'il avait fait, Ethan ne savait pas. Il avait épousé une étrangère pour sauver sa terre. Et il avait été gensal. Il commençait à la regarder d'une manière qui lui coupait le souffle et immobilisait ses mains. Mais que se passerait-il quand quelqu'un lui dirait la vérité? Dans une ville aussi petite, où les nouvelles voyageaient plus vite que le temps, ce n'était pas une question de si, seulement de quand. Le cavalier est apparu sur la route juste après 10 heures du matin. Abigail l'a vu de la fenêtre de la cuisine où elle séchait la vaisselle du petit-déjeuner. Une silhouette sombre sur un cheval sombre, se déplaçant à un rythme tranquille. La poussière s'élevait derrière lui en un mince nuage. Des vêtements de la ville. Elle pouvait le dire même à cette distance, à la façon dont il était assis en selle, raide et maladroit. Un homme qui passait ses journées derrière un bureau plutôt qu'à cheval. Winston est entré de la grange, ses bottes laissant des traces de boue sur le sol qu'elle avait frotté ce matin-là. Il a regardé par la fenêtre et sa mâchoire s'est crispée. « La banque », a-t-il dit. « Sors les bonnes tasses. » Elle les a trouvées dans le vaisselier, de la porcelaine blanche avec un motif bleu sur le bord. Pas d'éclat. Le genre de vaisselle qui ne sortait que pour les invités.
Le service à café en argent était sur l'étagère au-dessus. Le ternissement assombrissait les crevasses où le produit à polir ne pouvait pas atteindre. Elle a tout apporté à la cuisine, a rempli la cafetière de café frais, a disposé les tasses sur un plateau avec un apron en dentelle jaunie sur les bords. Le temps qu'elle finisse, Ethan s'était lavé les mains et le visage à la pompe et avait mis une chemise propre. Il se tenait près de la porte d'entrée, les épaules carrées, attendant. On a frappé vivement. 3 coups rapides. Ethan a ouvert la porte. Et l'homme qui est entré était grand et mince, avec une chaîne de montre en or sur son gilet et un sourire qui montrait trop de dents. Il portait un costume de ville, gris foncé, bien repassé, et il n'a pas enlevé son chapeau en franchissant le seuil. Monsieur Walker, sa voix était douce, exercée. C'est aimable à vous de me recevoir sans préavis. Monsieur Cartwright, le ton d'Ethan est resté neutre, prudent. Entrez. Nous pouvons parler dans le salon. Abigail est restée dans la cuisine, écoutant leurs pas dans le couloir, le grincement de la porte du salon. Le murmure de voix trop basse pour être comprise. Elle leur a donné 5 minutes, vérifiant que le café restait chaud, disposant quelques biscuits sur une petite assiette. Puis elle a soulevé le plateau et s'est dirigée vers le salon. La porte était entr'ouverte. Elle pouvait les entendre clairement maintenant. Le ténor suave de Cartwright, le grondement plus bas d'Ethan, quelque chose à propos des 47 $. Quelque chose à propos du recalcul des intérêts. Elle s'est arrêtée dehors, équilibrant le plateau sur une main, tendant l'autre vers la porte. Quelle surprise, je dois dire. La voix de Cartwright a traversé l'entrebâillement. Quand j'ai entendu que vous aviez pris femme du jour au lendemain, j'ai supposé que c'était une fille du coin. Mais le nom de Turner, eh bien, ça a attiré l'attention à la banque. La main d'Abigail s'est arrêtée sur le cadre de la porte. La fille Turner de l'Ohio a continué Cartwright. Le sourire était audible dans sa voix. Je me souviens avoir lu cette affaire dans les journaux. Son père, Richard Turner, n'est-ce pas? Il a détourné des fonds de ses propres partenaires. Des milliers de dollars sur des années. Un sacré scandale quand tout a éclaté. Le plateau a tremblé dans sa main. Le café a débordé sur le bord de la cafetière. Un liquide sombre s'est accumulé sur l'argent. Et puis, quand ils l'ont confronté avec les preuves, boum, il a choisi la voie des lâches. M. Cartwright a fait une pause, laissant les mots s'installer. Il s'est mis un pistolet dans la bouche plutôt que d'affronter ce qu'il avait fait, laissant sa femme et sa fille répondre de ses péchés. Elle ne pouvait plus respirer. L'air était devenu épais, mauvais, remplissant ses poumons mais ne lui rendant rien. Le conseil d'administration a des inquiétudes, M. Walker. Le ton de Cartwright a changé et est devenu plus dur sous le vernis. Vous avez épousé la fille d'un voleur et d'un suicidé. Une femme qui a grandi en regardant son père mentir et voler les hommes qui lui faisaient une confiance. Et maintenant, elle est ici, à éplucher vos comptes, à trouver des erreurs que personne d'autre n'avait remarquées. Une pause. Certains pourraient trouver ça pratique. Le plateau a tremblé. Le café a débordé, chaud contre ses doigts, mais elle l'a à peine senti. Qu'est-ce que vous insinuez? La voix d'Ethan est sortie dangereuse. Ou je n'insinue rien, j'observe simplement. Le conseil d'administration évalue le risque, M. Walker. Le caractère, le jugement. Vous avez montré le vôtre en épousant cette femme sans la connaître. Et elle a montré le sien en fuyant un scandale qui l'a suivi à travers la moitié du pays. Une autre pause, plus longue cette fois. 47 $ est une petite affaire. Nous pouvons en discuter. Mais la question plus large demeure. La banque peut-elle faire confiance à un homme qui prend de telles décisions? Abigail a posé le plateau sur le sol du couloir. Ses mains ne cessaient de trembler. Les tasses cliquetaient contre les soucoupes et elle a appuyé ses paumes à plat contre ses cuisses pour les calmer. Elle n'a pas entendu la réponse d'Ethan. Le sang battait trop fort dans ses oreilles, noyant tout sauf l'écho des mots de Cartwright. Voleur, lâche, fuyant d'un scandale. Puis elle s'est retournée et est retournée dans la cuisine. Par la porte de derrière, à travers la cour jusqu'à l'écurie. Belle a levé la tête quand Abigail est entrée, les oreilles dressées en signe de reconnaissance. Le cheval la connaissait maintenant. Son odeur, son pas, sa façon de se déplacer dans l'espace. Abigail a trouvé la brosse sans réfléchir, s'est approchée de la jument et a commencé à la caresser. De longs mouvements, fermes mais doux. Le même mouvement qu'Ethan lui avait appris des semaines auparavant, quand elle croyait encore qu'elle pouvait se faire une place ici. Voleur, lâche, elle a brossé plus fort.
Belle a bougé, a émis un faible son de plainte et Abigail a relâché la pression. Elle a continué. Le rythme était régulier, mécanique, quelque chose à faire avec ses mains pendant que ses pensées plongeaient en eau sombre. Elle avait corrigé le grand livre, trouvé les 47 $, aidé à sauver le ranch du vol silencieux de la banque, et pourtant elle était le passif. Le visage de son père a surgi d'un endroit qu'elle avait essayé d'enterrer. Pas le visage gris et flasque qu'elle avait trouvé sur le sol du salon, mais la version antérieure, celle d'avant. Riant de quelque chose qu'elle avait dit, lui apprenant à lire des colonnes de chiffres à la table de la cuisine. Promettant à sa mère que tout s'arrangerait, que les investissements étaient solides, ou qu'il serait à l'aise pour Noël. Il avait menti tout le temps. Chaque sourire, chaque promesse, chaque mot doux, tout cela était construit sur le vol. Et elle l'avait cru parce qu'il était de son père et que les pères ne mentent pas. Mais ils le font. Et quand le mensonge s'est effondré, il avait choisi la voie des lâches et l'avait laissé porter son nom comme une pierre autour du cou. Et elle a brossé Belle jusqu'à ce que son bras lui fasse mal et que le pelage de la jument brille dans la pénombre de l'écurie. Le cheval est resté patient pendant tout ce temps, se tournant parfois pour la regarder avec des yeux sombres et simples. La porte de l'écurie a grincé. Elle ne s'est pas retournée. Il est parti. La voix d'Ethan, calme derrière elle. Elle a continué à brosser. J'ai entendu. Une pause. Elle pouvait le sentir là, à quelques pas, la regardant. Le silence s'est étiré entre eux, différent maintenant du silence confortable qu'ils avaient construit au fil des semaines de repas partagés et de soirées sur le porche. Ce qu'il a dit sur votre père est vrai. Les mots sont sortis plats, dépouillés de tout. Tout. Il a volé ses partenaires. Quand ils l'ont attrapé, il s'est suicidé. Je l'ai trouvé sur le sol du salon en rentrant du marché. Plus de silence. La brosse a passé dans la crinière de Belle, attrapant un petit nœud, le démêlant avec des doigts prudents. « J'allais vous le dire », a-t-elle dit. Le mensonge avait un goût amer sur sa langue. Mais elle l'a dit quand même. Je n'ai juste pas trouvé le bon moment. Elle l'a entendu bouger et entendu le grincement de ses bottes sur le sol couvert de paille. Abigail, elle a arrêté de brosser. Sa main est tombée le long de son corps. Elle ne pouvait toujours pas se tourner pour lui faire face. Regardez-moi. Elle ne pouvait pas, si elle regardait, et qu'elle verrait ce qu'il y avait dans ses yeux. Le dégoût, le regret, le calcul froid d'un homme réalisant qu'il avait fait une erreur. Elle avait déjà vu ce regard, sur les visages des voisins en Ohio qui avaient cessé de la saluer quand elle passait, sur les amis de sa mère qui avaient cessé de venir, sur tous ceux qui avaient connu son père et avaient décidé que ses péchés lui appartenaient aussi. Je peux partir. Sa voix est sortie stable, d'une manière ou d'une autre. Je peux être parti d'ici demain matin. Dites à la banque que ça n'a pas marché. Trouvez quelqu'un d'autre. Sortez ce que vous voulez. La question est restée en suspens, étrange et inattendue. Elle s'est finalement retournée et l'a regardé. Il se tenait sur le seuil à contre-jour du soleil de l'après-midi. Son visage était difficile à lire, tout en ombre et en angle vif. Ses mains pendaient librement à ses côtés, et il n'a fait aucun mouvement vers elle ou pour s'éloigner. Ou ce que je veux n'a pas d'importance. Elle a rencontré ses yeux. Vous m'avez épousé pour sauver votre terre. Si ma présence ici rend les choses plus difficiles, j'ai demandé ce que vous voulez. Elle l'a fixé. Personne ne lui avait demandé ça depuis la mort de son père. Personne ne s'en était soucié. Je veux, elle s'est arrêtée, a réessayé. Je veux cesser d'être sa fille. Je veux cesser de porter ce qu'il a fait partout où je vais. Je veux. Les mots se sont emmêlés dans sa gorge. Oh, trop grand et trop vif pour être forcé. Ethan l'a regardé un long moment. Quelque chose a bougé derrière ses yeux, mais elle ne pouvait pas le lire. Puis il a hoché la tête une fois et s'est détourné. Le souper est à 6 heures, a-t-il dit par-dessus son épaule. Comme d'habitude, il est sorti dans la lumière. La porte de l'écurie s'est refermée derrière lui. Abigail est restée seule avec le cheval et la brosse, et la question à laquelle elle ne pouvait répondre. Mais quelque chose avait changé. Elle l'avait vu dans la posture de ses épaules alors qu'il partait, l'avait entendu dans la platitude de sa voix. Le silence facile entre eux s'était fissuré, et elle ne savait pas s'il pouvait être réparé. Les mots de Cartwright résonnaient dans le calme. La banque peut-elle faire confiance à un homme qui prend de telles décisions? La question ne concernait plus seulement la banque. Elle concernait Ethan,
Et s'il pouvait lui faire confiance maintenant qu'il connaissait la vérité qu'elle avait cachée. Et en regardant la façon dont il s'était éloigné, le dos raide, distant, comme un homme qui construit des murs, elle n'était pas sûre de la réponse. Elle ne pouvait pas dormir. Le plafond ne contenait que des ombres, des formes qui bougeaient quand les nuages traversaient la lune et s'immobilisaient quand ils passaient. Abigail était allongée sur le dos, les mains jointes sur sa poitrine, et regardait l'obscurité respirer au-dessus d'elle. Le mauvais jugement est de famille. La voix de Cartwright tournait dans son crâne, douce et satisfaite. La voix d'un homme qui savait exactement où glisser un couteau. Elle avait déjà entendu ce ton, de la part des voisins en Ohio qui traversaient la rue pour l'éviter. Des amis de sa mère qui avaient cessé d'appeler. Des créanciers qui étaient venus à la maison exiger le paiement de dettes que son père avait juré ne pas exister. Rochelle s'est tournée sur le côté. La courte pointe a bruissé. Dehors, un hibou a appelé bas et mélancolique, à travers le pâturage. Voleur et lâche. C'est comme ça qu'il l'avait appelé. C'est comme ça qu'il l'appelait, par extension. La fille d'un voleur et d'un lâche, portant son sang, sa nature, sa tâche. Peu importait qu'elle n'ait jamais rien volé. Peu importait qu'elle ait vendu tout ce qu'elle possédait pour payer ce qu'elle pouvait de ses dettes. Le nom suffisait. Le nom était tout. Et maintenant, Ethan savait. Elle s'est assise. La pièce était froide, son souffle visible dans le mince clair de lune. Ses pieds ont trouvé le sol et elle a traversé la pièce jusqu'à la fenêtre. Le ranch était silencieux sous un ciel épais d'étoiles. La grange, la clôture qu'elle avait aidé à réparer, le porche où ils s'étaient assis ensemble, soir après soir, sans parler, juste en étant là. Tout cela lui appartenait. Tout cela était en danger à cause d'elle. La bague a capté le clair de lune. Elle l'a regardé, la fine alliance en or, l'éclat de grenat, le métal usé et lisse par la main de sa mère au fil des ans. Donnée à une étrangère parce qu'il n'y avait personne d'autre à qui la donner. Elle l'a fait tourner à son doigt. Elle s'est enlevée plus facilement qu'elle ne l'attendait. La décision s'est formée comme du givre sur une vitre. Lente au début, un cristal à la fois, puis s'étendant jusqu'à tout recouvrir. Elle ne pouvait pas rester. Elle ne pouvait pas le regarder perdre ce que son père avait construit parce qu'il avait été assez désespéré pour épouser une femme au nom ruiné. Elle ne pouvait pas s'asseoir en face de lui au petit déjeuner et attendre que la gentillesse dans ses yeux se transforme en regret. Mieux valait partir maintenant. Mieux valait partir avant qu'il n'ait à le demander. Elle s'est habillée dans le noir. La robe en calicot, celle avec laquelle elle était arrivée, oui, toujours suspendue dans l'armoire où elle l'avait mise de côté pour la robe du dimanche avec des boutons de nacre. Son sac de voyage, jamais complètement défait. Elle a laissé la belle robe sur son cintre. Elle ne l'avait pas méritée. Le couloir était silencieux. Elle l'a traversé comme un fantôme passant devant sa porte fermée, devant le salon où Cartwright avait prononcé sa honte à voix haute. Jusqu'à la cuisine où elle avait trouvé ses dollars volés et s'était laissé croire qu'elle pourrait avoir sa place. Le bout de bougie était là où elle l'avait laissé. Dans un support en fer blanc près du poêle, elle a gratté une allumette, a trouvé du papier dans le tiroir du bureau, le même papier couleur crème que le juge Harmon avait utilisé pour leur certificat de mariage. A trouvé le stylo avec la plume d'acier, de l'encre séchée était incrustée sur la pointe. Elle s'est assise à la table et a commencé à écrire. Le premier brouillon était trop long. Elle a essayé d'expliquer les crimes de son père, la honte de sa mère, la façon dont l'Ohio s'était refermé sur elle comme un poing, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Elle l'a relu et l'a froissé, l'a donné à la flamme de la bougie, l'a regardé se recroqueviller et noircir. Le deuxième brouillon est sorti en colère. Elle a blâmé Cartwright, blâmé la banque, blâmé tous ceux qui l'avaient regardé et n'avaient vu que les péchés de son père. Oh, celui-là a brûlé aussi. Le troisième brouillon n'était que la vérité. La banque sera juste avec vous une fois que je serai parti. Un homme ne devrait pas perdre sa terre à cause de celle qu'il a épousée. Je suis reconnaissante pour ces semaines. Ne me cherchez pas. Il n'y a rien en Ohio non plus, mais au moins là-bas, je ne vous coûterai rien. Elle n'a pas signé. Il connaissait son écriture. La bague était sur la table à côté de la lettre. Elle l'a regardé un long moment. Le grenat sombre à la lueur de la bougie, l'alliance en or captant de petites lueurs de flammes. Puis elle l'a placé sur le papier plié, la centrant soigneusement, et s'est levée.
Son doigt semblait étrange sans elle, pâle là où la bague avait été. Une fine bande de peau plus claire marquant l'endroit où elle s'était laissé faire semblant. Elle a soufflé la bougie. La porte de derrière s'est ouverte sur l'obscurité. L'air lui a frappé le visage, froid et humide, et elle a réalisé que le brouillard s'était levé. Assez épais pour avaler la grange, assez épais pour le goûter sur sa langue. Elle ne pouvait pas voir à plus de 10 pieds devant elle. Elle est descendue du porche, son pied a trouvé la boue. La pluie de la semaine dernière lui avait laissé la cour molle, et sa botte s'est enfoncée jusqu'à la cheville. Elle l'a libéré avec un bruit de succion humide, a trébuché en avant, et son autre pied s'est enfoncé plus profondément. Le sac de voyage a heurté sa hanche, la déséquilibrant. Elle a chancelé, a essayé de se rattraper, a fait un autre pas. Le sol a cédé. Elle est tombée lourdement, les genoux d'abord, puis les mains, puis le visage. La boue était froide et épaisse, noire dans l'obscurité. Et elle a rempli sa bouche, son nez, ses yeux. Elle a toussé, craché, a essayé de se relever, et sa main s'est enfoncée plus profondément. Le sac de voyage était tombé quelque part à côté d'elle. Elle ne pouvait pas le voir. Elle ne pouvait rien voir. Pendant un instant, elle est restée là, face contre terre dans la gadoue, dans le noir, dans le brouillard qui effaçait tout. Sa robe était trempée, lourde de saleté. Ses cheveux pendaient en cordes mouillées autour de son visage. La boue puait le fumier et l'herbe pourrie, et elle recouvrait sa peau, ses vêtements, tout ce qu'elle était. C'est ce que tu es. La pensée est venue sans y être invitée, vicieuse comme une lame. C'est ce que tu as toujours été, me rampant dans la saleté comme la honte de ton père fait chair. Elle s'est mise à genoux. Ses mains étaient noires de boue, méconnaissables dans l'obscurité. Elle a essayé de s'essuyer le visage, mais sa manche était tout aussi sale, et tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est étaler plus de boue sur ses joues, son front, ses lèvres. Le goût, fer et pourriture, et quelque chose d'aigre, lui a rempli la bouche. L'écurie. Elle devait atteindre l'écurie, prendre un cheval, aller en ville, mais trouver la diligence du matin. C'était le plan. Mais ses mains ne se sont pas refermées sur la bride de Belle. Elle se tenait sur le seuil de l'écurie, dégoulinant de saleté sur la paille propre, et la jument la regardait avec ses yeux sombres et patients. Belle la connaissait, avait appris son odeur, sa voix, le rythme de ses mains avec la brosse. Belle n'était pas son cheval. Belle appartenait à Ethan, au ranch de Broken Creek, à la vie qu'elle essayait de laisser derrière elle. Si elle prenait la jument, elle serait une voleuse. Elle serait exactement ce que Cartwright disait qu'elle était. Sa main s'est détachée du cuir. Elle avait passé 5 ans à essayer de prouver qu'elle n'était pas son père. 5 ans à payer des dettes qu'elle n'avait pas contractées, à s'excuser pour des crimes qu'elle n'avait pas commis, à porter une honte qui n'était pas la sienne. Et maintenant, debout dans une écurie qui sentait le foin et le cheval et la vie qu'elle avait presque laissé vouloir, elle avait été sur le point de leur donner raison à tous. Non. Le mot est monté de quelque part de profond, d'un endroit qu'elle pensait mort avec son père sur le sol de ce salon. Non. Elle ne prendrait pas ce qui n'était pas à elle. Elle irait à pied dans ville s'il le fallait. Elle retournerait à pied dans Ohio, mais elle ne deviendrait pas la chose qu'il croyait qu'elle était. Elle a ramassé son sac de voyage, glissante debout et lourde de saleté, et s'est tournée vers la porte de l'écurie. Le brouillard se levait maintenant. Une lumière grise se glissait le long de l'horizon. Le premier bord pâle de l'aube. 4 miles jusqu'à la ville. Elle l'avait déjà fait, les pieds couverts d'ampoules, avec rien d'autre qu'une promesse d'homme mort et 14 cents. Elle pouvait le refaire. Elle est sortie de l'écurie et a commencé à descendre la route. Derrière elle, quelque part dans la maison, une planche a grincé. Ethan était réveillé. La route s'étendait grise et vide devant elle. Abigail marchait de la tête baissée, regardant ses bottes abîmées laisser des empreintes dans la boue. Le brouillard s'était suffisamment levé pour montrer la forme du paysage. Les clôtures, les peupliers, l'éparpillement lointain de bâtiments qui marquaient Dusty Creek. 4 miles de moins maintenant. Elle marchait depuis 1 heure, peut-être plus, et ses jambes avaient trouvé un rythme qui ne demandait rien à son esprit. Un pied, puis l'autre, puis le premier à nouveau. La boue sur sa robe avait commencé à sécher, raidissant le tissu jusqu'à ce qu'il craque à chaque pas. Ses cheveux pendaient en cordes emmêlés autour de son visage,
et elle pouvait sentir le sable entre ses dents, goûter le fer et la pourriture de la saleté de la cour dans laquelle elle était tombée. Elle devait ressembler à quelque chose sorti d'un marécage ou une folle fuyant dans le noir. C'est peut-être ce qu'elle y était. Le soleil montait, perçant les dernières bribes de brouillard. La journée serait chaude une fois lancée. Elle pouvait sentir la promesse de chaleur dans l'air. La façon dont les matins du Texas passaient du frais au brûlant en l'espace d'une heure. Le temps que la diligence arrive, elle serait sèche, sale au moins, mais sèche. Elle ne se laissait pas penser à ce qui viendrait après, un pied puis l'autre. C'était suffisant. La gare est apparue au loin, le même banc usé où elle s'était tenue il y a 6 semaines, avec la lettre d'un homme mort froissé dans son poing, le même poteau d'attache, le même bureau du télégraphe avec ses fenêtres poussiéreuses, le même vide qui l'avait accueilli alors et qui l'accueillait maintenant. Pas encore de diligence. Le trajet du matin n'arriverait pas avant des heures. Elle a traversé jusqu'au banc et s'est assise, et posé son sac de voyage à ses pieds, glissant debout et lourd. A joint ses mains sur ses genoux et attendu. La ville commençait à s'animer autour d'elle. Un commerçant déverrouillant sa porte. Une femme étendant du linge sur une corde derrière l'une des maisons. Un chien trottant dans la rue principale, le nez au sol, cherchant quelque chose que lui seul pouvait sentir. Personne ne la regardait. Personne ne remarquait la femme couverte de boue assise seule sur le banc de la gueule à l'aube. C'était bien, elle ne voulait pas être remarquée. Boyd a entendu les battements de sabots avant de voir le cavalier. Rapide, urgent, venant de la direction du ranch. Ses mains se sont crispées sur ses genoux. Elle ne s'est pas retournée pour regarder. Le cheval a ralenti en atteignant le bord de la ville, les sabots claquant sur la terre battue au lieu de la route boueuse. Elle a entendu le grincement du cuir de la selle. La respiration lourde d'un animal poussé à bout. Puis les battements de sabots se sont arrêtés. Des bottes ont touché le sol. Un pas. 2, 3. Venant vers elle, Abigail, la voix d'Ethan, rauque, essoufflée, dépouillée de tout sauf de son nom. Elle a levé les yeux. Il se tenait à 10 pieds de là, son cheval écumant et soufflant derrière lui. Il ne portait pas de chapeau. Il avait dû partir sans. Et sa chemise était la même que la veille. Froissée, boutonnée à la hâte. Dans une main, il tenait un papier plié. Dans l'autre, quelque chose de petit qui captait la lumière du matin. La bague et la lettre. Ne faites pas ça. Sa voix est sortie craquelée, rouillée par la boue qu'elle avait avalée. Juste, ne faites pas ça. Il a fait un autre pas vers elle. S'est arrêté. Ses yeux l'ont parcouru, la saleté recouvrant sa robe, la boue incrustée dans ses cheveux. La façon dont elle était assise, voûtée sur le banc, comme quelque chose qui avait abandonné. « Vous êtes tombé, a-t-il dit. Est-ce que ça a de l'importance? Vous alliez prendre Belle. Ce n'était pas une question. Puis vous ne l'avez pas fait. Elle a regardé le sol, ses bottes abîmées, ses mains encore noires de boue séchée malgré ses tentatives pour les essuyer. « Je ne suis pas une voleuse, a-t-elle dit. Quoi que je sois d'autre, je ne suis pas ça. » Il est resté silencieux un moment. Puis il a franchi la distance restante et s'est assis à côté d'elle sur le banc. Pas assez près pour la toucher, juste assez près pour parler. « Je savais, a-t-il dit. » Elle s'est tournée pour le regarder. « Vous saviez quoi? À propos de votre père? De l'Ohio? De tout ça? » Tout. Il a brandi la lettre, toujours pliée, son écriture visible à l'extérieur. Avant de lire ça, avant que Cartwright n'ouvre la bouche, je savais. Les mots n'avaient pas de sens. Elle l'a fixé, essayant de trouver le mensonge sur son visage, le piège derrière ses yeux. Il n'y avait rien d'autre qu'une constance grise qui la regardait. « Je ne comprends pas. » Le jour où votre diligence est arrivée, il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, regardant la rue vide. J'étais au magasin d'aliments pour bétail. J'achetais du fil de fer pour la clôture nord. Les gens me parlaient de la fiancée par correspondance qui venait pour Harold Meeks. Disaient qu'elle était de la fille d'un escroc de l'Est qui s'était tiré une balle plutôt que d'affronter un procès. Il a fait une pause. Il disait des choses sur vous, votre nom, les dettes de votre père. Comment quiconque épouserait une fille comme ça devait être désespéré ou stupide, ou les deux. La gorge d'Abigail s'est nouée. Elle ne pouvait pas parler. J'ai écouté chaque mot. Ethan a tourné la tête pour la regarder. Puis je suis allé à cette clôture, celle près de la route, et j'ai attendu. Vous avez attendu?
Je me suis dit que si vous veniez épouser Harold, vous devriez passer par là. Et je voulais voir par moi-même quel genre de femme traverse la moitié du pays pour épouser un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Elle s'est souvenue de ce jour, de la route sans fin, des ampoules se formant sur ses pieds, du portail et de l'homme qui réparait la clôture, et de la façon dont il l'avait regardée approcher avec de la lassitude dans les yeux. Vous saviez, a-t-elle dit lentement. Depuis le début, vous saviez qui j'étais. Je savais qui était votre père. Je savais ce que les gens disaient de vous. Il a brandi la bague, le grenat captant la lumière. Je ne vous connaissais pas, vous. Saucisse venu après. Alors pourquoi? Sa voix s'est brisée. Elle a appuyé ses paumes contre ses cuisses, luttant pour garder le contrôle. Pourquoi m'avez-vous épousé? Il est resté silencieux un long moment. Un chariot est passé dans la rue derrière eux, les roues grinçant, le cocher appelant ses chevaux. Le son s'est estompé avant qu'Ethan ne parle à nouveau. Vous avez marché 4 miles avec des chaussures cassées. Sa voix était basse, rauque sur les bords. Vous êtes venu à mon portail avec rien d'autre qu'un sac de voyage et vous avez demandé un travail honnête, pas la charité. Un travail. Il a secoué la tête. Une femme qui fait ça, après tout ce qu'elle a traversé, ce n'est pas son père. C'est tout autre chose. Abigail a senti quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Quelque chose qu'elle avait maintenu ensemble pendant 5 ans, recousu avec un fil trop fin pour durer. Je vous ai épousé parce que j'avais besoin d'une femme, Ethan a dit. Cette partie est vraie, mais je veux que vous restiez parce que... Il s'est arrêté, a recommencé, parce que vous avez réparé ce que je ne pouvais pas réparer, parce que vous avez appris à sceller Belle en 3 semaines et que vous n'avez pas abandonné quand les boucles vous ont posé des problèmes. Parce que vous vous asseyez sur ce porche avec moi tous les soirs et que vous n'essayez pas de remplir le silence avec des mots qui ne veulent rien dire. Il a tendu la bague sans la lui imposer, la tenant juste là, dans sa paume ouverte, attendant. Les péchés de votre père ne sont pas à vous de les porter, a-t-il dit. Je me fiche de ce que dit Cartwright. Je me fiche de ce que pense la banque ou de ce que les gens en ville chuchotent quand nous passons. Mon ranch n'est pas si faible qu'il s'effondre parce qu'un banquier a la langue bien pendue. Elle a regardé la bague, sa main, calleuse et stable, la lui offrant comme quelque chose de précieux. J'allais voler votre cheval, a-t-elle murmuré. J'avais la main sur la bride. J'allais prendre Belle et m'enfuir. Mais vous ne l'avez pas fait. Non. Pourquoi pas? Elle a pensé à l'écurie, au moment où ses doigts s'étaient figés sur le cuir, aux mots qui étaient montés de quelque part de profond en elle. Parce que je ne suis pas lui. Les mots sont sortis plus forts maintenant. Je ne suis pas mon père. Je ne pouvais pas prendre ce qui n'était pas à moi. Ethan a hoché la tête lentement. Il s'est penché et a pris sa main gauche, celle qui était encore nue, encore pâle là où la bague avait été, et l'a tenue entre les siennes. À mon avis, a-t-il dit, la famille, ce n'est pas une personne qui porte tout le poids pendant que l'autre regarde. C'est 2 personnes qui choisissent de rester à chaque jour, même quand rester est la chose la plus difficile. Il a glissé la bague à son doigt, elle lui allait comme avant, chaude de sa poche, bien ajustée contre sa peau. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle ne la prenait pas parce qu'elle n'avait pas le choix. Cette fois, elle la choisissait. Resterez-vous? A-t-il demandé. La question est restée en suspens entre eux. Derrière elle, la ville s'éveillait complètement. Plus de portes s'ouvraient, plus de voix, le cliquetis lointain des volets du magasin général qu'on ouvrait. La diligence arriverait dans quelques heures. Elle pouvait encore monter dedans. Elle pouvait encore partir. Elle a regardé Ethan, son visage mal rasé et ses yeux inquiets, et la chemise tachée de poussière d'avoir chevauché durement pour la rattraper. La main qui tenait toujours la sienne comme s'il avait l'intention de la garder. Oui, a-t-elle dit, je resterai. Ils sont rentrés ensemble. Ethan avait amené son hongre et Abigail était assise derrière lui sur la selle, ses bras autour de sa taille, sa joue pressée contre son dos. Le cheval avançait d'un pas facile, sans se presser maintenant que la poursuite était terminée. Le soleil montait plus haut à chaque mile, brûlant les dernières traces de brume matinale, réchauffant le tissu de sa robe raidie par la boue, jusqu'à ce qu'il commence à s'adoucir contre sa peau. Elle n'a pas parlé, lui non plus, mais le silence entre eux avait changé. Ce n'était plus le silence prudent d'étrangers partageant une maison, mais quelque chose de plus proche, de plus certain.
Le silence de deux personnes qui avaient dit ce qui devait être dit et pouvaient se reposer dans ce qui restait. Le ranch est apparu au-dessus de la dernière colline. La maison et la grange, solides contre le ciel bleu. Une fine fumée s'élevait de la cheminée de la cuisine. Oh, le feu qu'elle avait laissé couvert la nuit dernière brûlait encore. Tout semblait pareil à quand elle était partie dans le noir. Tout semblait différent. Ethan a guidé le cheval jusqu'à la grange et descendu et l'a aidé à descendre. Ses mains étaient instables sur sa taille et elle s'est laissée s'appuyer sur elle un instant avant de trouver ses pieds. « Vous devez vous laver », a-t-il dit. Sa voix était calme, ordinaire. « Je vais mettre du café. » Elle a hoché la tête et a traversé la cour jusqu'à la pompe près de la porte de derrière et a actionné la poignée jusqu'à ce que de l'eau froide jaillisse. Elle l'a recueillie dans ses mains et s'est éclaboussé le visage, a senti la boue se détacher et couler en filets sombres dans son cou. Encore et encore, elle a pompé, frottant ses joues, son front, ses cheveux, jusqu'à ce que l'eau coule claire et que sa peau pique à cause du froid. La robe était irrécupérable. Elle est allée dans sa chambre, toujours, malgré tout, et a enfilé la robe du dimanche avec les boutons de nacre. Celle qu'il lui avait achetée en ville, celle qu'elle avait laissée derrière elle en essayant de fuir. Quand elle est arrivée à la cuisine, il se tenait près du poêle, regardant la cafetière. 2 tasses en fer blanc étaient sur la table. La lettre qu'elle avait écrite n'était nulle part en vue. « Sur le porche » a-t-il demandé. « Sur le porche, ils ont porté leurs tasses dehors et se sont installés dans les fauteuils à bascule, les mêmes fauteuils où ils s'étaient assis tant de soirs auparavant. Le soleil était plus haut maintenant, assez chaud pour chasser le froid de l'air, et la cour s'étendait devant eux, familière, inchangée, chez eux. Abigail a pris une gorgée de son café. Il était fort, comme il le faisait toujours, assez amer pour lui faire pleurer les yeux. Elle l'a bu quand même. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» La question est sortie avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « Si vous saviez depuis le début. »« Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» Ethan a balancé son fauteuil lentement, regardant le pâturage où le bétail paissait dans la lumière du matin. Un long moment s'est écoulé avant qu'il ne réponde. Parce que savoir et croire, ce n'est pas la même chose. Sa voix était calme, réfléchie. « J'aurais pu vous dire que je me fichais des péchés de votre père. J'aurais pu dire les mots tous les jours pendant 1 mois. Mais vous ne m'auriez pas cru. Vous auriez pensé que j'étais juste gentil ou que je ne comprenais pas vraiment. Ou qu'un jour la vérité ferait son chemin et que je changerais d'avis. » Il l'a regardé alors et ses yeux étaient instables, gris comme du bois vieilli. « Vous deviez voir par vous-même que vous n'avez rien cassé ici. Vous deviez vous réveiller chaque matin et trouver que tout était encore debout. Vous deviez corriger mes livres, réparer mes clôtures et vous asseoir sur ce porche et réaliser que rien ne s'effondrait juste parce que vous étiez là. » Elle a fait tourner la bague à son doigt. Le grenat a capté la lumière, a brillé en rouge un instant, puis est redevenu silencieux. « J'ai passé 5 ans à croire que j'étais maudite. » Elle a dit que partout où j'allais, j'apportais la ruine, que la honte de mon père était à moi de la porter. C'est un lourd fardeau. Ça l'est. Êtes-vous prête à le déposer? Elle l'a regardé, son visage mal rasé, sa chemise froissée, et ses mains enroulées autour d'une tasse de café en fer blanc, comme s'il s'accrochait à quelque chose de solide. Il n'était pas beau. Pas de la manière dont les hommes dans les histoires sont censés être beaux, mais il était réel. Il avait chevauché durement pour la rattraper. Et maintenant, il était assis à côté d'elle, comme s'il avait tout le temps du monde. « Je ne suis pas le fantôme de mon père, Ethan. » Les mots sont sortis stables, certains. Elle ne les avait jamais dit avant, à personne, ou même pas à elle-même. Mais ils étaient vrais. Elle le savait maintenant. Il a hoché la tête lentement. « Non, madame, vous êtes ma femme. » La déclaration est restée en suspens entre eux, simple et solide. Plus une transaction, plus une signature sur un certificat ou un nom dans les registres de la banque. Quelque chose d'autre, quelque chose de choisi. « À mon avis, a dit Ethan, la famille, ce n'est pas une personne qui porte tout le poids pendant que l'autre regarde. C'est 2 personnes qui décident de rester chaque jour, même quand rester est difficile. » Elle s'est penchée. Sa main a trouvé la sienne sur le bras du fauteuil à bascule et elle l'a prise. Sa paume était rugueuse, cailleuse, chaude de la tasse. Elle l'a tenue comme si elle avait l'intention de la garder. Aucun d'eux n'a bougé pour rentrer.
Le café a refroidi dans leur tasse. Le soleil était monté plus haut, quelque part derrière la grange, et un coq a chanté, et le bétail s'est agité dans le pâturage et la journée s'est ouverte autour d'eux. Ordinaire, sans histoire, pleine de petites tâches à accomplir. Plus tard, il y aurait des corvées. Les chevaux avaient besoin d'être nourris. La clôture du pâturage nord avait besoin d'être vérifiée. Le grand livre avait besoin d'être mis à jour avec les 47 dollars que la banque leur devait encore. Plus tard, Cartwright pourrait revenir et ils devraient l'affronter ensemble. Et il y aurait des conversations difficiles et des décisions plus difficiles encore et un avenir que personne ne pouvait prédire. Mais c'était pour plus tard. Pour l'instant, il y avait ça. Deux personnes sur un porche se tenant la main dans la lumière du matin, regardant le ranch s'éveiller autour d'eux. Abigail a pris une profonde inspiration. L'air sentait le café et les chevaux et la poussière propre du Texas en été. Ça sentait quelque chose qu'elle avait presque laissé oublier existait. Ça sentait la maison. Je devrais aller nourrir Belle, a-t-elle dit. Pas de précipitation. La clôture sera toujours là dans une heure. Elle l'a regardé. Il observait le pâturage. Un petit sourire jouait au coin de sa bouche. Elle ne l'avait jamais vu sourire avant. Ça changeait son visage, l'adoucissait, le faisait paraître plus jeune que ses 32 ans. D'accord, a-t-elle dit. Une heure. Ils se sont assis. Les fauteuils à bascule grinçaient lentement, trouvant le même rythme. Le soleil est monté plus haut, brûlant les derniers frissons de la nuit. Et la journée s'est étendue devant eux, sans hâte et pleine. La bague à son doigt a capté la lumière. Elle l'a regardé, vraiment regardé, pour la première fois depuis qu'Ethan l'avait remise à sa main au bord de la ville. L'or était usé et lisse par les années de port de sa mère. Le grenat était petit, presque simple, un éclat de rouge dans une monture simple. Mais elle lui allait. Elle lui avait toujours été. Oh, elle ne s'était juste pas autorisée à le croire. Elle a porté sa main à ses lèvres et a déposé un baiser sur ses jointures. Sa peau était rugueuse contre sa bouche, goûtant la poussière, le sel et le café. Il a tourné la tête, surpris, et elle a rencontré ses yeux. « Merci, a-t-elle dit, d'être venu me chercher. Je viendrai toujours te chercher. » Sa voix était calme, certaine. « Tant que tu voudras de moi. » Elle a entrelacé ses doigts avec les siens et s'est calée dans son fauteuil. Le fauteuil à bascule a grincé sous elle. Le café avait refroidi, mais elle n'a pas bougé pour le remplir. Il n'y avait plus d'urgence, il n'y avait que ça, le Porsche, le matin, l'homme à côté d'elle, qu'il avait choisi, non pas malgré son passé, mais en le connaissant pleinement. Le mariage qui avait commencé dans le désespoir était devenu autre chose. Pas parfait, pas facile, mais le sien. Et pour la première fois en 5 ans, Abigail Walker s'est autorisée à croire qu'elle le méritait. Il y a un calme qui s'installe après une histoire comme celle-ci. Quelque chose de tendre, peut-être un peu lourd, qui repose dans la poitrine comme un souvenir auquel on n'a pas pensé depuis des années. Ce n'est pas grave. Ça n'a pas besoin de nom. Beaucoup d'entre nous ont porté des choses que nous n'avons pas choisies. Le poids des erreurs de quelqu'un d'autre. L'ombre d'un nom que nous n'avons pas mérité. Et certains d'entre nous sont entrés dans des pièces en se demandant si nous y avions notre place. Ou ont aimé des gens qui n'ont jamais su combien de courage il fallait juste pour rester. Peut-être avez-vous gardé quelque chose en silence si longtemps que vous avez oublié que vous le teniez. Cette histoire n'a pas besoin d'enseigner quoi que ce soit. Elle n'a pas besoin d'être résolue ou comprise. Certaines choses sont simplement. Comme Abigail se tenant à ce portail. Comme Ethan la poursuivant à cheval dans la lumière du petit matin. Comme deux personnes décidant de rester quand rester était la chose la plus difficile à faire. C'est bien de laisser les choses reposer là. Toutes les fins n'ont pas besoin d'être bien ficelées. Parfois, la chose la plus honnête est simplement de s'asseoir avec ce qui reste. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.